Je crois que bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à notre webinaire qui porte sur le thème le flux de travail entre Revit et Robot Structural Analysis. Alors, en ce qui concerne les promotions, nous allons d'abord commencer par indiquer nos pays de couverture pour que vous ne vous sentez pas isolés. En effet, nous sommes représentés au Cameroun, au Congo-Brazza, en Centrafrique, à Djibouti, au Gabon, en Gambie, en Mauritanie, en RDC, en Guinée-Conakry et en Guinée équatoriale. Donc, si vous êtes dans une de ces régions, sachez que nous avons toujours des partenaires qui nous représentent là où vous êtes. Et si vous êtes aux alentours de cette région, toujours, n'hésitez pas à nous contacter dans les adresses qu'on va vous laisser à la fin de notre webinaire. Alors, nous avons une promotion AutoCAD qui est valide jusqu'au 30 novembre 2022. Notamment, nous couvrons tous les niveaux, soit le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau expert. Les prix vont de 100 €, 150 € à 200 €. Nous avons laissé les prix en euros parce que, vous savez, le taux change tous les jours. Donc, nous préférons laisser ces prix pour que ça soit un prix qui convient à toutes les zones de l'Afrique. Donc, c'est une promotion qui ira jusqu'au 30 novembre 2022. Les méthodes de paiement, on essaie de les élargir selon les régions, soit le Cameroun, Orange ou MTN, le Gabon, Airtel, le Congo-Brazza, MTN et Airtel, le Mali, Orange Money et la RDC. Si jamais vous n'êtes pas représenté dans une de ces zones de couverture, ne vous sentez pas isolé. Tous les autres moyens de paiement sont toujours valables, notamment MoneyGram, Western Union ou les comptes bancaires. Ce tableau que je vous présente maintenant, c'est juste pour vous montrer la comparaison des prix parce que parfois, quand nous avons des participants qui viennent vers nous, ils ont l'impression qu'on est en fait en train de les asphyxier. Mais par exemple, vous voyez la collection AEC, je crois que beaucoup ont déjà entendu parler de cette collection-là. Le prix en Europe, par exemple, est de 4 068 €. Vous pouvez faire les calculs. Et le prix unitaire que nous, on vous fait à CPA, notamment en Afrique, est de 2 847 €. Si je prends, par exemple, Civil 3D, il coûte 3 180 € pour les pays, pour le prix unitaire en Europe. Et pourtant, en Afrique, il coûte 2 226 €. Alors, cette comparaison de tableau qui vous donne les prix unitaires en Europe et les prix unitaires en Afrique, c'est juste pour vous sonner la clochette et vous rappeler que nous faisons des prix, que ce soit pour les formations ou pour les logiciels, selon les réalités de notre zone. Parce qu'effectivement, nous savons que ce n'est pas très facile de s'acquérir les logiciels authentiques et nous sommes tellement liés au crack, nous faisons nos travaux au crack. Il y a carrément des établissements, des institutions publiques même, qui ont de la renommée, qui utilisent le crack. Et pourtant, nous avons des logiciels éducationnels, nous avons les logiciels au prix qui s'accordent à votre projet. Ça veut dire que si vous avez un projet sur 6 mois important, sur 1 an, sur 3 ans, non, nous avons les prix et les tarifs qui vous permettent d'avoir accès à ces logiciels. Les certifications, par exemple, se font sur des logiciels authentiques. Ne vous dites pas que si vous n'avez pas acheté le logiciel Civil 3D ou Robot ou Revit, vous ne pourrez pas venir faire une formation chez nous. Non, nous vous louons le logiciel selon la période qui est utile pour la formation et pour votre certification. Dans cette comparaison-là, c'est pour vous rappeler que ne restez pas dans votre coin, contactez-nous et on trouvera toujours des formules adaptées à votre besoin et à votre secteur d'activité. Ça veut dire si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel, si c'est pour une entreprise où il y a 10 personnes, on adapte toujours nos propositions aux réalités du continent. Autodesk, comme mon collègue Idriss l'a dit, nous avons une grande session de formation qui a lieu tout le reste de l'année, qui va de Robot, Revit à AutoCAD, Civil 3D. Donc, à la fin, ou bien entre-temps, si vous voulez avoir l'une de ces formations, n'hésitez pas à nous contacter avant la fin du webinaire. Prenez notre email pour que le webinaire finisse, qu'il commence, ou si vous avez des problèmes de connexion après, vous pourrez quand même nous écrire et on pourra faire le suivi avec vous de façon personnalisée. Alors, il y a quelques questions habituelles face auxquelles nous faisons souvent, il y a quelques questions habituelles qu'on nous pose souvent directement sur notre plateforme ou bien dans notre site web et je tenais à y répondre rapidement. Et après, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez les laisser dans le chat et notre instructeur ou bien les membres de l'équipe de CPA pourront vous répondre. Donc, j'y vais rapidement. J'ai eu des questions comme quels sont les services qu'offre votre cabinet? Comme mon collègue Idriss l'a dit, nous faisons de l'audit, de l'assistance, de l'implémentation, nous vendons des logiciels et puis nous faisons aussi des formations certifiantes ou non.
Dans combien de pays existe le cabinet? Je vous ai donné les zones de couverture. On pourra revenir dessus si vous voulez, le Cameroun, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale et tout ce que j'ai pu citer plus haut, Djibouti. Vous pouvez nous contacter par là. Y a-t-il une possibilité de travailler en partenariat avec le cabinet? Alors, on a eu plusieurs demandes où des personnes viennent nous demandent un service, mais derrière, ils ont des opportunités et se demandent si elles peuvent nous approcher pour avoir des partenariats. Oui, c'est possible. Vous pouvez être dans une zone où vous vous rendez compte que voilà, les Autodex peut très facilement être élargi. Contactez-nous, on va trouver un moyen de travailler avec vous pour que vous puissiez effectivement faire passer le message de digitalisation de l'Afrique que CPA est en train de vouloir mettre en place. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous et puis on va trouver le moyen de discuter de façon individuelle. Est-ce que vous organisez également des séminaires en présentiel? Bien sûr, nous organisons des séminaires en présentiel, mais vu le facteur COVID qui dérangeait un peu il y a quelques années, on a dû les stopper. Maintenant, pour faire des séminaires en présentiel, on programme et puis on voit les zones selon la demande et puis nous les faisons, nous déplaçons nos experts. Vos formations sont-elles seulement en ligne? Oui, pour le moment, nos formations sont beaucoup plus en ligne parce que c'est plus pratique et puis ça évite tous les problèmes de zones de frontières et c'est plus accessible pour les personnes qui veulent. Mais néanmoins, si une entreprise insiste, si des personnes insistent, on peut faire des formations en présentiel où la formation aura des coûts différents de la logistique. Donc ça, il faut le rappeler. Y a-t-il une possibilité d'obtenir un certificat de participation à la fin de nos séminaires? Bien sûr, vous faites juste la demande. Quand on finit le webinaire, par exemple, vous laissez juste le mail, votre numéro de téléphone, ou vous nous écrivez directement parce que vu le nombre de personnes qu'il y a dans les webinaires, on pourrait louper votre nom. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre notre adresse email, nos contacts pour nous faire parvenir un message. Et comme je le dis, vous aurez carrément une assistance personnalisée et individualisée. Donc, vous avez les certificats de participation à la fin de nos séminaires ou de nos webinaires même. Donc, n'hésitez pas à demander souvent. Vos frais de formation contiennent les frais de certification ou devons-nous payer pour passer les certifications Autodex? Nos frais de formation ne renferment pas toujours les frais de certification parce que ça dépend de la certification que vous voulez, soit une certification professionnelle, soit vous voulez une certification juste d'utilisateur normal. Donc, ça dépend. Pour toutes vos questions liées aux formations, aux logiciels, aux certifications, s'il vous plaît, contactez-nous. Vous aurez notre contact chaque fois à un moment ou à un autre dans le chat. Il faut vraiment le noter parce qu'on sait qu'on peut avoir des problèmes de connexion en Afrique et on pourrait être coupé. Donc, notez ça quelque part et puis, quelle que soit votre préoccupation, écrivez-nous directement. Quels sont les frais des différentes certifications d'Autodex? Vu qu'il y a plusieurs logiciels, je ne peux pas donner des frais. Vous connaissez la panoplie de logiciels qu'Autodex a. Donc, écrivez-nous et vous aurez les réponses au logiciel qui vous convient. Je suis un jeune ingénieur maîtrisant les solutions Autodex liées au BIM. Puis-je travailler avec vous? Bien sûr, nous sommes ouverts à tous les étudiants, les ingénieurs qui ont envie de faire des stages. Nous sommes ouverts à toute proposition parce que de toutes les façons, c'est vous qui allez porter le message de la digitalisation qu'on est en train de mettre en place à CPA. Donc, vous êtes les bienvenus chez nous. N'hésitez pas à nous faire des demandes et puis on vous répondra le moment opportun. Les thèmes choisis dans les webinaires sont-ils au hasard? Alors, les thèmes choisis ne sont pas au hasard. On fait une étude du marché dans tous les pays de couverture qu'on a. On essaie de voir qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui préoccupe nos participants, sur quelles questions est-ce qu'ils n'arrivent vraiment pas à avoir de clarification. C'est comme ça qu'on prévoit les webinaires qu'on fait après. Donc, ce n'est pas juste un sujet qu'on choisit comme ça, qu'on vient et qu'on vous parle. Non, non, non. On a des experts qui connaissent la matière, qui savent de quoi ils parlent. Alors, selon vos inquiétudes, on choisit des thèmes à chaque fois pour pouvoir répondre à toutes vos inquiétudes au sujet de Autodex. Alors, nos contacts, oh là là, j'ai zappé la page. Nos contacts, n'oubliez pas, vous les notez là. Nos contacts, vous les avez toujours à la fin. Prenez notre email, les numéros de téléphone et notez-les quelque part. Vous aurez une assistance personnalisée. Merci d'être là. Monsieur Kika, qui est notre expert du jour, vous êtes là? Allô? Bonsoir Cyril, bonsoir à tous les participants, je suis là.
OK. Donc, je vous passe la parole. Ma présentation est finie. N'oubliez pas de couper vos micros et vos vidéos pour qu'on n'ait pas d'interférence et que vous puissiez bien suivre notre expert. Alors, bonne séance et merci à tous les participants pour votre ponctualité. Laissez vos messages dans le chat. On va les noter et à la fin, Monsieur Christian pourra répondre à vos questions. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que mon écran est visible? Et si oui, veuillez faire un peu signe. Veuillez me signifier. Oui, Est-ce que vous voyez mon écran? oui, on Oui, voit, c'est ton visible. écran. On voit ton écran. OK. Bonsoir à tout le monde et merci encore une fois de participer à cette session de webinaire où nous allons pouvoir vous parler des workflows entre Revit et robots. La fois passée, on parlait de la préfabrication et on a parlé aussi de la partie structurelle. Donc, comment une conception préfabriquée, comment vous pouvez modéliser ça et produire des ferrailles, exporter ça avec des usines de fabrication, comment envoyer ça dans le robot. Maintenant, cette fois-ci, nous allons pouvoir vous parler maintenant dans le cadre des structures, comment vous pouvez exporter un modèle de Revit vers robot. C'est ce que nous appelons l'interopérabilité ou le workflow, l'échange de flux. Et la personne qui doit pouvoir vous présenter cette session, peut-être ce n'est pas la peine que je me présente, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Christian Kikabar, je suis un ingénieur civil en structure ouvrage d'art, BIM ici technical spécialiste, j'ai plus de 7 ans d'expérience dans l'industrie ASC, je suis Autodesk certifié instructeur et je suis un utilisateur de technologies aussi consultant dans le domaine des technologies au sein de l'industrie ASC, mais aussi je suis BIM Applications Engineer et BIM Africa Country Representative. Et voici mes contacts. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter via mon email ou l'email de notre société CPA. Mais si vous voulez peut-être me poser des questions particulières par rapport à vos difficultés, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn parce que c'est le seul réseau social sur lesquels je suis plus actif. Je n'utilise pas Facebook, je n'utilise pas Twitter. Je suis beaucoup plus sur LinkedIn. Et le titre, c'est Flux du travail entre Revit et robots que nous allons vous parler. Pourquoi je veux parler de cette session? Parce que le développement du modèle analytique est un élément essentiel dans les processus BIM et pour ceux qui concernent les ingénieurs à structure. Et souvent, dans les versions récentes, et Robot et Revit 2009 jusqu'au Revit 2022, les modèles physiques étaient toujours liés au modèle analytique. Mais avec Revit 2023, vous allez découvrir des choses exceptionnelles parce que la plupart des gestes qui ne sont pas à jour. C'est la raison pour laquelle, et avant de commencer le webinaire, notre service de marketing, il a essayé un peu de vous citer, de vous montrer l'importance de migrer vers des nouvelles versions et aussi avoir une acquisition des licences certifiées de Revit parce que ne me dis pas que celui qui travaille avec Revit 2009, 2020, et pourrait peut-être faire quelque chose comme celui qui travaille avec Revit 2023. Sincèrement, il y a toujours des fonctionnalités, il y a des ajouts et beaucoup de choses, comme vous allez les voir dans Revit 2023 et Robot Structural Analysis 2023. Aujourd'hui, nous allons vous parler des modèles analytiques. Comment exporter des Revit vers Robot. Et parmi les nouveautés des Revit 2023, pour ce qui est de l'analyse structurelle, premièrement, d'abord, vous pouvez créer un modèle analytique et structurel d'un Revit sans géométrie physique. Vous savez tout souvent que la plupart des fois, lorsque tu modélises directement avec Revit, vous produisez une maquette BIM, le poutre, le colonne, le poteau. Directement, il y a un modèle analytique qui se crée, mais ce n'est pas le cas pour Revit 2023. On a dissocié les modèles physiques du modèle analytique. Et donc, vous pouvez modéliser dans Revit comme vous modélisez dans Robot Structural Analysis. Donc, vous pouvez modéliser toute votre structure dans un modèle analytique sans pourtant utiliser une géométrie physique. Mais aussi, vous pouvez modéliser des éléments analytiques entièrement paramétriques. Comme vous allez voir, vous pouvez aussi associer les modèles analytiques à des grilles et des niveaux pour contrôler le positionnement des éléments par des biais de référence. Mais aussi, vous pouvez documenter les modèles analytiques, ce qui est parmi les particularités des Revit 2023, comme vous allez voir. Mais aussi, en termes de contexte BIM, à ce qui concerne la modélisation analytique structurelle dans Revit, vous pouvez utiliser de nouveaux outils. Par exemple, les panels modèles analytiques et structurels pour créer des modèles analytiques, comme vous allez voir. Donc, si vous voyez là, ce sont des outils qui ont été ajoutés dans Revit qui n'étaient pas là-bas. Le membre, les panneaux et tout ça. C'est comme dans Robot.
Donc, on vous donne la possibilité de créer des modèles analytiques sur des formes plus complexes, comme vous allez voir. Souvent, travailler avec les modèles et Mass in situ avec Revit, vous pouvez travailler des structures avec les volumes. Il y avait toujours les difficultés de créer des modèles analytiques. Mais vous allez voir que vous pouvez créer des formes complexes de votre structure et vous avez la possibilité de créer des modèles analytiques. Mais aussi l'avantage qu'il a, parce que vous pouvez tirer parti des géométries physiques existantes comme les contextes. Mais aussi, vous pouvez associer des éléments des modèles physiques et analytiques pour contrôler la qualité du BIM, la livrabilité, les temps, mais aussi l'enrichissement des informations en termes de coordination pour un projet entre les différentes équipes sur un projet de génie civil. Mais aussi, vous pouvez contrôler les modifications de manière indépendante pour les objets analytiques et physiques. Mais aussi, vous pouvez créer, ce qui est avantage pour Revit 2023, c'est parce qu'il donne la possibilité de créer plusieurs modèles analytiques pour une seule représentation physique. Mais aussi, le plus grand avantage et innovation d'Arrivée 2023, c'est ces plugins de Dynamo qui étaient intégrés, qui vous permettent d'automatiser les modèles structurels. Donc, je peux modéliser ma structure tout entière sans pourtant produire les modèles analytiques, mais je peux juste afficher certains éléments que j'aimerais peut-être faire une analyse. Je peux seulement sélectionner quelques éléments et créer leur modèle analytique et puis envoyer d'un robot. Donc, ça vous donne la possibilité de générer automatiquement un modèle analytique structurel connecté et cohérent à partir des géométries physiques. Mais aussi, vous pouvez régler l'automatisation, la personnaliser pouvait être optimisée par des types de projets spécifiques. Aussi, la possibilité de faire la mise à jour des modèles analytiques en fonction des modèles physiques. Et voilà, vous voyez par exemple ces genres de modèles. Donc, aujourd'hui, avec la version 2023 de Revit, vous avez la possibilité de produire ce genre de structures. Dans les cas de construction métallique, vous pouvez modéliser des structures très complexes et ils vous donnent la possibilité de créer leurs modèles analytiques comme vous voyez là-bas, sans pourtant utiliser des jeux et le computation design comme Dynamo et autres. Donc, cette flexibilité-là dans la modélisation, mais aussi pour les ingénieurs structures spécialistes dans les domaines des ponts et qui sont plus avancés dans les domaines de advanced modeling, donc les modélisations avancées avec Revit, ceux qui peuvent faire des conceptions des ouvrages de génie civil, des barrages, des digues, des ponts suspendus, des ponts à haubans, des grands projets de génie civil, les autoroutes et tout, les ponts de différentes formes, les ponts en béton précontré, les ponts préfabriqués et tout. Vous pouvez créer votre conception en utilisant soit le generative design ou les design automation, donc computational design. Et ici, vous avez la possibilité de créer ces éléments-là à partir des volumes. Et puis, vous donne la possibilité, par exemple, comme ces ponts suspendus, de créer un modèle analytique et puis d'envoyer des logiciels de calcul et des ponts comme robots et autres, et comme Sophistic, Bridge ou Sophistic Analysis and Design. Et le modèle que vous voyez là, c'est le modèle que nous allons pouvoir exploiter. En fait, nous avions essayé un peu de mettre la barre très haut parce que la plupart des fois, quand on fait des webinaires, on trouve souvent des choses un peu plus petites. Mais aussi, nous allons montrer aujourd'hui, nous allons monter la grandeur des consultations et projets d'Afrique. Nous allons montrer aujourd'hui de quoi CPA est capable de faire. Et notre exemple, nous allons aller d'un exemple type, nous allons prendre un modèle d'un gratte-ciel. Donc, le gratte-ciel que vous voyez là, c'est le gratte-ciel que nous avions modélisé dans Revit. Et nous allons vous montrer étape par étape comment créer un modèle analytique et puis maintenant comment envoyer le modèle à robot pour passer à toutes les étapes que vous connaissez pour la modélisation avec robot. Ceux qui n'ont jamais peut-être utilisé robot ou ceux qui n'ont jamais peut-être participé à ce genre de webinaire en termes de flux du travail entre Revit et robot, pour vous, c'est une grande opportunité. Donc, je vous prie vraiment de rester beaucoup plus concentré parce que vous allez découvrir beaucoup de choses vraiment exceptionnelles. Parce que là, comme vous voyez là-bas, c'est un modèle que nous avons modélisé dans Revit, le gratte-ciel, et puis nous avons envoyé d'un robot pour faire les différents calculs, les analyses, les cartographies des panneaux, les différentes cartographies des contraintes sur nos différents éléments, les voies, les panneaux, les dalles et notre noyau qui constitue la cage d'ascenseur. Donc, pendant ce processus-là, nous allons vous montrer comment de Revit, vous pouvez quitter et aller d'un robot comment vous pouvez être en mesure de faire toutes ces analyses de structure. Je suis sûr et certain que beaucoup vont se retrouver ici parce que nous allons essayer un peu de sortir pour la plupart des gens d'un contexte théorique et aller pratiquement. Toutes les théories que vous connaissez des béton armés, comment nous pouvons maintenant les appliquer ici parce que ça sera en termes de rappel et à chaque fois que je vais parler, vous allez sincèrement vous y retrouver dans un cours que vous avez pu étudier. Et donc, c'est ce que nous allons vous montrer.
Et puis, sans plus tarder, maintenant, nous allons passer par les choses très sérieuses. Là où nous allons passer par la démonstration. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que mon écran, vous voyez mon écran? Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous le voyons. OK, merci beaucoup. Oui. OK, le modèle que vous voyez là, c'est mon modèle physique. Voici les gratte-ciel que j'ai pu modéliser avec Revit 2023. Toutes les notions que vous connaissez des modélisations des structures en béton armé, en termes de bâtiments, hôtels, les tall buildings, les skyscrapers, tout ce que vous connaissez, toutes les notions de modélisation des gratte-ciel. Premièrement, en termes de modélisation des gratte-ciel, vous savez, la première des choses, pour rendre les gratte-ciel plus rigides, la première des choses, il faut d'abord concevoir les noyaux sur lesquels les restes des éléments vont s'appliquer. Comme vous voyez là-bas, j'ai commencé avec un grand volume, et puis par après, j'ai modifié les volumes, ainsi de suite, jusqu'à avoir un volume plus petit. Pourquoi? Parce que c'est réduire les effets du vent sur la structure. Parce que ces genres de structures sont souvent beaucoup plus susceptibles à avoir des effets dynamiques entre les séismes et le vent, pour voir leur comportement suite à une excitation dynamique, comment ils peuvent se comporter. C'est à base de ce principe-là que j'ai pu concevoir mon gratte-ciel. Mon gratte-ciel, il est de 60 mètres, qui a 2 sous-sols. Et comme vous voyez là, la particularité, c'est avec Revit, cette possibilité-là, si vous voyez là-bas, j'ai créé des fenêtres et des portes. Ces fenêtres et des portes, pour moi, ce sont des voiles auxquelles nous avions créé des ouvertures, mais qui sont facilement créées dans Revit que dans Robot, avec beaucoup plus de précision. Et là, ce sont des sous-sols, et ça, ce sont des voiles. Nous avons des dalles, nous avons des poutres et des colonnes, et nous avons nos voiles. Cette voile ici qui commence là, qui est le noyau de la structure, c'est qui constitue la cage d'ascenseur. Et quand vous voyez, quand on arrive ici, quand on arrive ici, vous allez voir, si vous arrivez là, vous verrez qu'ici, il y a une ouverture. Donc, si vous voyez là, vous voyez qu'ici, il y a une ouverture. Donc, et là-bas, c'est une structure métallique. Cette structure métallique-là, et ça permet au moins les gens qui quittent ici directement, s'il plaît, de ne pas peut-être soit à être mouillé. Et puis voilà, cette structure métallique-là permet de couverture et pour permettre au moins l'accès ici dehors pour des entretiens, ainsi de suite. Voilà ma structure qui est là. Mais si vous voyez là, et je peux aller sur le modèle analytique, tu vois que Revit, voilà, c'est 18 étages, je crois. Et 18 étages. Voici le modèle physique qui est là. Je vous ai dit avec la version 2023, le modèle physique est dissocié du modèle analytique. Et là, si je vais ici, je vais sur modèle analytique. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que c'est vide. Il n'y a rien. Parce que là, on me donne la possibilité au moins de travailler comme je veux. Pourquoi travailler comme je veux? Peut-être moi, j'aimerais par exemple seulement faire une étude spécifique seulement de ces deux sous-sols, donc les deux sous-sols ici. Je peux seulement sélectionner les éléments qui contiennent ces deux sous-sols et créer leur modèle analytique directement et d'envoyer ça dans Robot Structure Analysis. Voilà ma structure qui est là. Vous pouvez roter ça dans tous les sens, faire des rotations. Vous voyez là-bas, ce sont des colonnes. Attends, arriver là, sorry. Je vais ici, ombre. Et arrivé là-bas, vous voyez que ce sont des voiles, ainsi de suite, et des colonnes. Là, je n'ai pas mis des appuis. Là, je vais expliquer pourquoi. Je vais mettre ça dans Robot, ou si je vais, je peux les mettre ici. Et voilà, ça, ce sont des dalles, des panneaux, ainsi de suite. Et voilà un peu ma structure qui est là. Ce modèle ici, c'est ce que nous allons pouvoir étudier dans Revit. Comment passer de Revit à Robot? Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais rentrer ici. Je vais pouvoir, tu vois ici, si je sélectionne cet élément ici, vous voyez directement, il sélectionne ces éléments ici. Si je sélectionne comme ça, il prend seulement ces éléments ici. Les critères là de sélection, c'est comme ceux qui ont déjà utilisé AutoCAD. Tu vois, quand je vais comme ça prend tous les lignes de construction, les niveaux. Mais quand je fais comme ça, vous voyez que ça ne prend que des éléments spécifiques. Vous voyez,
Tu vois que ça ne prend que les éléments spécifiques. Et là, vous voyez, ce sont les niveaux et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Pour générer un modèle analytique, je vais aller dans Analyse, ici. Si je vais dans Analyse, sincèrement, vous verrez qu'il y a eu, il y a eu plusieurs améliorations. Tu vois, cet onglet n'existait pas auparavant. Il y avait seulement l'onglet liaison analytique, conditions d'appui et les chargements de la version 2022 à la version 2008 de Revit. Parce que Revit a été acquisitionné par Autodesk depuis 2002. Mais et les modèles analytiques, donc en ce qui concerne les calculs des structures et tout, ça a été mis à partir de la version 2009. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais aller là. Vous voyez qu'ici, il y a la possibilité de créer des modèles analytiques, des panneaux, ainsi de suite. Donc, ici, je peux créer des éléments analytiques ici. Donc, je peux ajouter, par exemple, les histoires des contreventements ici et leur donner, par exemple, je peux prendre cet exemple ici. Vous voyez là, c'est la définition de mon élément. Cet élément ici, je peux lui donner son rôle structurel. Par exemple, je peux mettre ça comme un membre, par exemple. Et puis, type de profilé, tu vois, par exemple, ici, je peux mettre NIPE. Je peux les créer là, j'ai défini sur quel élément et sur quelle position il est. Et puis, moi, je peux créer ces éléments ici. Mais vous verrez que dès que je crée ça, attends, je vais vous montrer. Je vais je vais ici, à ce niveau ici. Vous voyez, à ce niveau ici, je suis ici. Alors, qu'est-ce que moi, je vais faire? Par exemple, j'aimerais, par exemple, ajouter un élément complémentaire ici. Donc, en termes analytiques, je peux ajouter un élément analytique ici, par exemple, un membre ici, et je peux créer ça ici. Ce n'est pas visible, mais pour moi, déjà, c'est reconnu. Dès que j'envoie d'un robot, je lui donne des caractéristiques. Je ne le verrai pas ici, mais si vous voyez là-bas, il est là. Tu vois déjà que l'élément est là, en tant qu'analytique, que je vais le créer ici. Et cet élément ici, si je le sélectionne, vous voyez que c'est juste un élément, un membre que je peux donner un rôle structurel. Je peux le donner soit une poutre, soit un longéro. Mais vous verrez que analytiquement, ça existe, mais physiquement, ce n'est pas là. Vous voyez directement, je peux créer beaucoup de choses comme ça. Pour un seul modèle, je peux ajouter d'autres structures ici, sans pourtant que ça puisse être visible ici. Mais dès que j'envoie d'un robot, ça sera visible parce que c'est un modèle analytique. Dans l'introduction, je dis que le modèle analytique est dissocié du modèle physique. Ça, c'est le modèle physique, ça, c'est le modèle analytique. Alors, je rentre ici. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je dois aller ici. Voilà la nouvelle fonctionnalité qui a été créée dans Revit pour pouvoir générer automatiquement un modèle physique, un modèle analytique. Parce que quand on voit ici, il n'y a rien. Parce que si je vais envoyer d'un robot, je vais envoyer quoi? Rien. Pour que je puisse envoyer d'un robot, je dois créer un modèle analytique. Nous sommes dans la version 2023 de Revit. Et puis, moi, je vais rentrer ici. Je vais sélectionner. Je vais aller ici. Je vais créer. Tu vois, là, c'est automatisation analytique. Donc là, je vais automatiser la création, la connexion des éléments et la mise à jour du modèle analytique en prenant de la représentation physique comme contexte, comme je l'ai expliqué. Je vais là. Ça va lancer un modèle Dynamo. Ça va résonner parce que c'est une nouvelle fonctionnalité pour Revit. Ce qui est très important, c'est parce qu'au moins là, l'ingénieur structure a le libre choix de créer les modèles analytiques comme il veut, de modéliser des structures, entre autres, des coques, des formes complexes, ce qui n'était pas le cas dans Revit, là où vous créez un modèle complexe et être en mesure de créer un modèle analytique. Mais avec cette version, vous avez la possibilité, à partir de cette fonctionnalité-là, vous créez votre modèle à partir des volumes et puis par après, générer un modèle analytique. Et là, nous allons bien patienter. Voilà, ça est là-bas. Attends. Voilà, le modèle est là. Ça, c'est ça le modèle. Et puis,
je dois ouvrir Revit. Voilà. Attends. Je peux... Wait. Voilà. Attends. Attends un peu. Patienter un peu. Voilà. Je suis là. Attends, pourquoi ça ne s'affiche pas ici? Attends, je vais réduire l'onglet pour que vous voyez très bien. Ça, c'est mon élément ici. Et puis, je vais aller là. Ici, il me donne la possibilité de sélectionner. Si vous voyez là, on me donne la possibilité de faire une sélection. Cette sélection-là, j'ai dû sélectionner mes éléments. Vous voyez ici, j'ai lancé ces modes. Je suis allé ici dans Analyse. Et puis, ici, je suis allé là et pour automatique et analytique. Et là, je vais sélectionner mes éléments auxquels je vais créer un modèle analytique. Je sélectionne ces éléments ici. Vous voyez? Et puis, quand je vais ici, non, quand je vais là, vous voyez que tous mes éléments sont sélectionnés. Et là, on me dit ajuster les éléments analytiques à l'aide. Et attends, j'ai fait ça pour que vous voyez très bien. Attends. Je vais là. On me dit que tolérance de la distance entre les éléments. Ici, je vais mettre 1 mètre pour avoir beaucoup plus de précision. Tolérance de la distance par rapport au niveau des plus proches de la valeur d'unité, je prends 5. Les éléments, le premier groupe de mes éléments, il doit sélectionner le mur, les colonnes et les poutres. Et puis par rapport, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois lancer exécuter. Vous verrez, ça va lancer exécuter. Dès que ça finit, directement, nous allons aller dans notre modèle analytique et directement, on aura les modèles analytiques. Quand on aura les modèles analytiques, directement, il n'y a rien là à penser. 2 fois, nous allons directement envoyer d'Arobo. Et là, maintenant, arrivé d'Arobo, c'est là maintenant nous allons commencer le nombre de processus à ce qui concerne l'analyse des structures. Seulement que je vous prie d'être un peu patient parce que la structure, c'est tellement vaste et ça pèse, c'est tellement beaucoup de choses, mais dans laps d'état, ça va finir. Donc, c'est un script Dynamo qui permet au moins aux ingénieurs structure d'avoir un libre choix en termes de la création des modèles analytiques. Parce que souvent, Revit nous impose, tu vois, tu crées directement un modèle physique, tu ne peux pas le modifier, un modèle analytique. Mais là, on te donne la possibilité de modifier un modèle analytique que tu as déjà créé et d'ajouter d'autres choses et puis d'envoyer des robots pour faire les analyses des structures. Parce que c'est tellement important pour les ingénieurs d'utiliser Revit aujourd'hui et surtout de migrer vers ces nouvelles versions parce que c'est tellement capital. Quand vous travaillez sur un projet de construction complexe dans le domaine génie civil, ça vous permet d'être plus compétitif et de gagner en temps et en livraison et d'avoir beaucoup plus de précision dans votre projet parce que là, au moins, vous allez créer des documentations. La différence qu'il y a entre, par exemple, le Revit et d'autres logiciels, c'est cette possibilité-là de créer des livrables en 3 dimensions, mais aussi la possibilité-là d'avoir des quantitatifs, la détection des conflits, le problème des erreurs, la possibilité de créer des rendus, de créer des présentations 3D de ferrage. Comme vous allez voir, souvent, il est strictement interdit, quand vous travaillez sur un projet de structure en tant qu'ingénieur, de pouvoir considérer ou de mettre dans un projet comme plan d'exécution les modèles de ferraillage que vous produisez au robot. C'est des conseils parce que ce n'est pas beaucoup plus professionnel et ce n'est pas beaucoup plus lisible. Il y a des logiciels de documentation et de detailing, donc des représentations en ce qui concerne le detailing. Et là, comme vous voyez là-bas, tout est déjà fini. Donc, il vient de me créer tous mes éléments analytiques et les rôles structurels. Dès que c'est fini, je clique ici, je vais là. Et dès que je suis ici, vous verrez que là-bas,
vous voyez déjà, ça montre qu'il y a déjà des éléments analytiques. Vous verrez qu'il y a une différence entre la façon dont on voit les modèles et maintenant, là, on voit les modèles. Je vais ici sur Vue, Vie mosaïque. Voilà, je suis là. J'ai un modèle analytique ici et j'ai un modèle physique. Et là, je vais cliquer sur modèle analytique. Vous voyez, voilà. Voici notre modèle analytique que nous avions créé dans Revit pour pouvoir maintenant envoyer des robots. Si je clique sur modèle analytique ici, vous verrez qu'il va me donner le rôle de chaque modèle analytique. Tu vois, il me donne le MIR, le rôle, et il me donne aussi l'épaisseur. Tu vois, et là, par rapport à l'analyse, je peux l'analyser comme quoi? Dans l'âge biodictionnel, ça, je ne vais pas toucher. Tu vois, si je vais ici sur cet élément ici, là, vous verrez que ça me donne, wait, attends, ici, vous verrez que c'est une colonne. Une colonne, et puis je peux faire une rotation comme je vais et ça me donne tout en termes de caractéristiques. Si je vais là, voici mon modèle qui est là. Maintenant, ce modèle ici, maintenant, je vais envoyer ça dans robot. Pour envoyer ça dans robot maintenant, je dois vérifier. Il y a des éléments qui sont cachés ici que peut-être que j'aimerais voir. Attends. Sorry, effacer. OK. Voilà, il y a les éléments qui sont ici que j'aimerais voir. Je vais mettre, et je peux mettre la commande Visual Grunt, donc VG, et là, je vais aller dans modèle analytique. Tu vois qu'il n'y a pas de nez. Or, pour faire un modèle analytique, l'analyse des structures d'un robot, tu dois voir tes nez. Voilà un peu les nez analytiques. Tous mes nez sont là, et de tous mes éléments. Vous verrez, toutes les ouvertures que j'ai pu faire dans les modèles physiques sont là. S'il y a quelque chose que je n'apprécie pas ici, tu vois, j'ai la possibilité de modifier ça facilement, ces modèles ici, parce qu'avec ça, je peux élargir ça, je peux diminuer ça. Donc, je peux faire tout ce que je veux avec. Comme vous voyez là-bas, vous voyez, donc toutes les ouvertures que j'ai pu faire sont là-bas, toutes les ouvertures sont là-bas. Par rapport à ce que moi je vais faire avec mon modèle analytique que j'ai ici, je dois maintenant aller dans analyse encore. Là, cette fois-ci, je ne vais pas ici parce que j'ai ce que j'ai cherché. Je vais aller ici, dans robot. Souvent, pour la plupart des gens, ceux qui utilisent des versions craquées des robots, souvent, ils n'ont pas accès à cet onglet ici. Souvent, c'est rare parce que c'est une extension qui vient avec une licence certifiée. Souvent, c'est rare. Et souvent, vous verrez, souvent, cet import-export vous complique parce que vous ne jouez pas de tous les logiciels du fait que vous utilisez une version craquée. Je vais ici, je vais dans intégration avec Robot Structural Analysis. Vous voyez, analyse, intégration avec Robot Structural Analysis. Là, je vais m'expliquer. Vous voyez ici, si déjà je travaillais un modèle d'un robot, si je voulais mettre les mises à jour dans Revit, je devrais aller ici, mettre à jour les modèles ou mettre à jour les modèles avec les résultats. Je peux aller ici, option des résultats. Vous verrez, soit ce sont des assemblages en acier ou soit ce sont des ferraillages. Si je fais ici mettre à jour les modèles, vous verrez là, toujours mettre seulement les formats des structures sélectionnés, ainsi de suite, ou mettre à jour une partie intermédiaire. Je vais aller là, option envoyer direct. Vous voyez ici, je peux négliger tout. Ici, c'est que je vais envoyer ou négliger le poids propre. Ici, lorsque j'envoie SMX, c'est lorsque, par exemple, j'aimerais que mon modèle Revit puisse être analysé dans un autre logiciel à part robot, comme Blueball, comme SAP, comme Tabs, comme Sophistic et d'autres logiciels de calcul des structures que vous connaissez, ou Midas, et ainsi de suite. Mais ici, seulement, comme c'est un lien bidirectionnel entre Revit et robot, là, ça sera une intégration directe et envoyer les modèles. Option d'envoi, je sélectionne l'option d'envoi et puis je clique sur OK. Vous voyez directement, ça commence l'exportation. C'est ce qu'on appelle l'import-export, donc les workflows, donc l'interopérabilité entre Revit et robot. Donc, la possibilité d'envoyer un modèle from Revit to Robot Structural Analysis. Tellement que ma structure est tellement un peu vaste, il doit exporter chaque élément. Le poutre, les colonnes, ainsi de suite. L'avantage qui est là entre Revit et robot, c'est parce que l'ensemble des éléments qui sont exportés dans Revit, dans robot, vous n'avez plus le temps, encore une fois, de modifier ou de reconfigurer. Parce que les éléments qui proviennent de Revit sont directement reconnus dans robot. Parce que les normes, les normalisations qui sont dans Revit, soit c'est Eurocode,
en termes de matériaux, ou soit c'est ASCII, American Association of Steel Construction, en termes d'acier, ou soit tous ces éléments-là, toutes ces normes en termes de matériaux, ils sont reconnus. Vous voyez directement, les modèles pèsent beaucoup, mais dans un laps de temps, vous voyez directement ici, dans un laps de temps, le modèle est envoyé où? Dans robot. Ici, je peux lire les informations, il vous donne tout en termes de remarques. Ça, c'est un. Si je vais dans robot, vous voyez directement tout ce que j'ai modélisé dans Revit et dans Robot Structural Analysis. J'espère que vous voyez mon modèle robot. Est-ce que vous voyez mon modèle robot? Parce que dès que je lance Revit, oui, dès que je lance Revit, directement robot s'ouvre parce que c'est le workflow juridictionnaire, l'import-export, from Revit to robot, from robot to Revit. Et si je vais dans robot, vous verrez ici module supplémentaire, intégration. Il y a Dynamo, il y a aussi Inventor Frame Analysis, il y a Advanced Steel et il y a Autodesk et Revit. Vous voyez? Donc, à partir des robots, si je peux modéliser, j'avais aussi des Revit, ainsi de suite. Donc, il y a cet échange-là, c'est flux du travail. C'est important parce qu'au moins là, vous voyez que c'est possible. Ça, c'est un. Je rentre dans Revit. Pour ceux qui, par exemple, ils aimeraient, par exemple, ces modèles pour s'être liés dans un autre logiciel, comme j'ai dit. Si, par exemple, vous utilisez un logiciel, soit peut-être Revit, mais vous aimeriez, par exemple, Tekla Structural Design pour faire l'analyse des structures, ou soit TAPS ou Global ou d'autres logiciels de calcul des structures que vous connaissez, parce qu'il y en a de nombreux. Maintenant, il faut aller ici, là où on parle de l'Open BIM. Quand on parle de l'Open BIM, là, on voit maintenant l'IFC 4. Donc, je dois envoyer ces modèles sous format IFC. Vous voyez? Donc, là, il faut exporter. Vous exportez sous différents formats ici. Il y a différents formats là où vous pouvez exporter votre modèle, mais aussi, il y a d'autres formats où vous pouvez enregistrer votre modèle ici. Vous pouvez enregistrer votre modèle sous différents formats ici, ainsi de suite, où vous pouvez utiliser l'option outil d'interopérabilité BIM. Cette option d'outil d'interopérabilité BIM, il te permet d'exporter votre modèle à classer chaque maquette selon ses caractéristiques et ses dimensions, suivant la norme qu'on appelle COBI. COBI, on appelle Construction Operation Building Information Exchange. C'est un modèle d'échange de données d'interopérabilité entre les logiciels Autodesk et d'autres logiciels. C'est ce que nous appelons OpenBIM. Vous pouvez utiliser cet outil. Mais si vous utilisez une version craquée, vous n'aurez pas cette extension. C'est uniquement pour les licences certifiées avec des outils Autodesk. Là où je vais commencer les paramétrages et tout ça, je ne vais pas aller approfondir, ou je vais exporter sous format IFC. Donc, je vais exporter mon modèle sous format IFC. On en parlera d'autres jours. Ici, maintenant, je rentre dans Revit, dans Robot. Ici, dans Robot, vous verrez directement, j'ai mon modèle ici. La première des choses, je dois d'abord enregistrer. Je dois lui donner un nom. Et j'ai dit, par exemple, je parle seulement des workflows. Workflow et session. N'est-ce pas? Là, j'enregistre. Et vous verrez ici, sur mon modèle, il y a par exemple des choses à changer. Tu vois, par exemple, pendant l'exportation, il y a cet élément qui s'est décalé. J'ai la possibilité, encore une fois, de prendre cet élément et de l'amener ici. Vous voyez? Et de prendre l'autre élément ici, de l'amener là-bas, ou soit de les supprimer. Et puis par après, par exemple, de modéliser encore l'autre élément. Comme vous allez voir, je vais vous montrer ça. Nous allons aller là. J'ai mon modèle robot qui est là-bas. J'ai tous mes éléments ici. Par exemple, cet élément ici, je peux aussi le supprimer. Je supprime cet élément ici. Je vais le remodéliser ici. Voilà. J'ai tous mes éléments ici. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que moi je vais faire ici? C'est très simple. Je peux aller là. Je vais aller ici. Et je peux aller là. Mur porteur. Je peux modéliser avec ce genre où je peux aller ici, voile, et là, je peux modéliser ma structure. Je peux changer là la dimension, mais je vais aller sur structure, je vais aller sur, par exemple, voile. Et là, je peux mettre ma géométrie, par exemple. Comment je vais modéliser ça de haut en bas, je mets. Mais là, je vais utiliser une autre méthode. Là, ça sera juste
et une méthode de attends, structure des panneaux. Je vais aller là et je peux aller voir le coq. Et là, je peux juste sélectionner les listes d'objets sur lesquels je vais modéliser mes éléments. Je peux modifier tout. Je mets là-bas, je crée, je modélise. L'autre méthode, je vais aller là, poteau, caractéristiques, je mets plancher. Ce plancher-là, je peux lui donner un nom. Vous voyez, je peux aller sur structure ou je peux aller ici. Plancher. Et là, je peux par exemple faire un contour. Je vois par exemple ici, je peux mettre un rectangle. Je vais seulement ici, je vais là et je vais ici. Attends, sorry. Je vais aller là et ça ne sera pas une dalle horizontale, ça va être vertical. Je vais aller là, je clique ici et je clique là. Vous voyez directement, ça me donne ça. Je vais là, je vais là, je vais là, ça me donne ça. Vous voyez? Donc, je recorrige ma structure qui était peut-être mal modélisée ici. Je peux aller là. Je vais là. Non, ça est ici. Attends. Je clique ici, annuler. Voilà, je vais aller là. Tout est là. Les structures sont là. Ces panneaux est là. Et l'autre panneau est là. Et l'autre panneau est là. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, avant de travailler avec robot, ce que vous devez savoir avant de travailler avec robot, c'est commencer par les paramétrages. Il faut aller ici. Préférence des tâches. Dans préférence des tâches, je vais choisir les unités. Unité métrique. Je clique ici. Je vais aller sur les dimensions. Je vais utiliser les dimensions des structures à mètres et les sections et à centimètres, les assemblages en millimètres. Les forces, tout ça, kilonewton, vous pouvez utiliser par exemple les forces à newton, en tonnes ou à des unités anglo-saxons ou à des newtons, ça dépend. Mais souvent, par défaut, c'est ça. Et puis le matériau, je vais utiliser quel type d'acier? Bon, pour l'acier, je vais mettre acier 24 ET. Pourquoi l'acier 24 ET? Là, ça nous revient au cours des bétons armés. Entre autres, Bael modifié 99 ou Hirocode. Là, et aussi les cours des éléments de technologie, donc, et aussi que des métallurgies. Quand on parle des métaux, pourquoi l'acier est 24 ET? Donc, c'est un acier qui a un traitement donc, un acier qui a un traitement thermique. Donc, ça, ce sont les nuances d'acier qui est avec son traitement thermique de 20 et 24. Donc, c'est ça, la classification. Il y en a nombreux. 28 et ça dépend. 24 et soudé, ça, ce sont les notions de métallurgie et les notions de sciences des matériaux que vous avez étudiées à la faculté. Je ne vais pas aller à plus loin. Béton. Là, nous avons les classifications des bétons selon les éprouvettes que vous avez utilisées. Vous avez fait une étude géotechnique, n'est-ce pas? Vous avez fait les chaos, vous avez fait la presse avec la cône d'Abraham, vous avez fait l'essai de compression des bétons pour faire l'écrasement sur un cylindre pour avoir, par exemple, dans 28 jours, quel mégapascal votre béton va atteindre. Souvent, pour des constructions normales, c'est 25 mégapascales. Là où toutes les conditions sont réunies, c'est 30 mégapascales dans les cas des ouvrages d'âge ou ces genres d'ouvrages. Mais pour moi, par défaut, je prends 25 mégapascales. Les types d'aluminium, je ne pourrais pas utiliser l'aluminium. Le bois, je n'utilisais pas le bois parce que béton aussi traite les constructions des structures en bois parce que béton traite et robot traite beaucoup des éléments que vous allez voir, je vais vous montrer. Après, je vais aller sur catalogue. Sur les catalogues, ici, pour les aciers, nous allons utiliser OTUA. Donc, Organisation des techniques d'utilisation d'acier. C'est une norme française, mais aussi nous avons Eurocode 3. Et puis, pour les catalogues, nous avons les profils, le bois, les charges de convoi, ainsi de suite. Là, il ne faut pas toucher. Nous allons aller aux normes. Pour les normes, nous allons utiliser pour les structures en acier. Moi, je ne peux pas utiliser la CM66. Je vais utiliser Eurocode 3. Parce que pour votre information, il y a 9 sortes. Il y a 9 Eurocodes. L'Eurocode 1, donc en termes de récapitulatif. Ici,
Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire des paramétrages par défaut et fausser les résultats. Nous avons 9 aérocodes. L'aérocode 1 traite toutes les notions en termes de calcul de structure, des chargements sur les structures et tous les types de charges appliquées sur des éléments, des ouvrages d'art. Le pont, les ponts ferroviaires, tout. Aérocode 2 traite tout ce qui est les bétons armés. Toutes les structures à béton armé, les réservoirs, les barrages, les silos, tout. Aérocode 3 traite toutes les structures en acier, les ponts métalliques et tout. Aérocode 4 traite des constructions mixtes acier-béton. Aérocode 5 traite les constructions en bois. Aérocode 6 traite les constructions en maçonnerie. Aérocode 7 traite les études géotechniques. Aérocode 8 traite à tout ce qui concerne l'étude sismique et l'analyse dynamique. Donc, les séismes, c'est aérocode 8 et l'aérocode 9 traite les constructions en aluminium. C'est ça les 9 aérocodes. Si vous allez dans vos cours, vous pouvez facilement vous retrouver parce que ce sont les manuels qu'il faut connaître parce que tu ne peux pas mener ces analyses sans pourtant avoir tes notes. Parce que souvent, tu fais toujours écho aux notes parce que pour ne pas te tromper. Les assemblages, ça va être aérocode. Malheureusement, on ne pourra pas faire ça. Le bois, je laisse comme ça. Les bétons armés, tu vois ici, nous avons BAEL modifié 99. Nous avons aérocode 2. Nous avons la norme française. Et nous avons d'autres normes. La norme américaine ASSI, les normes thaïlandaises, nous avons les normes brésiliennes qui ont été ajoutées pour Aérocode. Et pour la version 2023 des robots, on a ajouté la norme brésilienne en termes de béton armé, les vents, mais aussi les titres sismiques. On a ajouté la norme norvégienne, mais aussi il y a des normes néo-zélandaises qui ont été ajoutées dans la version 2023 des robots et d'autres normes cambodgiennes, ainsi de suite. Si aussi un jour dans votre pays, vous avez créé votre nom, on pourra ajouter ça aussi dans un robot parce que c'est énorme. Nous allons prendre Aérocode et pour la géotechnique, vous allez utiliser toujours les DTI, documents de technique unifiés. Ça, vous connaissez un peu. Et puis, en termes de pondération des charges, moi, je vais utiliser Aérocode. Et puis, les vents, en termes de vents, nous allons utiliser la norme française NV65. Et en termes de normes sismiques, et par exemple, moi, je suis basé à Goma. Goma, c'est une ville touristique située à l'est de la République démocratique du Congo, frontière avec le Rwanda, où nous sommes entourés par 9 volcans. Malheureusement, suite aux problèmes et aux problèmes de développement et tout, il n'y a pas assez d'investissement dans le domaine des recherches. Alors, la RDC, comme d'autres pays d'Afrique, n'a pas de normes, excepté l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Algérie. Maintenant, nous allons utiliser la norme sismique algérienne. Pourquoi je vais utiliser RPN 99 modifié 2003? Je vais utiliser la norme sismique algérienne RPN 99 modifié 2003 parce que selon la théorie des tectoniques des plaques ou selon la notion de la sismologie de l'ingénieur, en fait, la RDC et l'Algérie se retrouvent sur une même plaque tectonique. Donc, certains tremblements qui peuvent se faire en Algérie peuvent avoir le même impact aussi en RDC parce que les Rift Valley, les fossés d'effondrement, cette fissure-là passe du nord de l'Afrique jusqu'à l'Afrique de l'Est. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai choisi RPA. En termes d'émaillage, ça sera émaillage normal. Je clique OK. Et puis, autre chose, parmi les particularités des robots 2023, il y a ça. En fait, robot Autodesk qui a épaulé vraiment tous les ingénieurs structure. Parce que si vous vous souvenez très bien, vous avez à travailler avec CBS. Concrete Building Structure. C'est un logiciel que robot Autodesk a développé et l'a mis à s'en faire en 2015. Parce que c'est ce qui utilisait la notion de descente des charges, que nous appelons load take down, donc les notions de descente des charges, là où cette structure que je vais calculer par la méthode d'éléments finis, j'ai la possibilité de calculer ça d'une manière manuelle, donc la méthode analytique. Et pour faire ça maintenant avec robot, on a ajouté cette option ici. Load take down, donc les notions de descente des charges. Donc, plus besoin encore une fois d'utiliser CBS. Le robot 2023 est là pour trouver des solutions à vos problèmes. Un ingénieur structure, tu vois toute cette structure ici. Si j'aimerais seulement calculer les comportements de mes éléments au niveau des sous-sols, je n'ai plus besoin de calculer toute la structure. Je vais seulement faire une étude particulière des notions de descente des charges. Parce que selon les notions de descente des charges, vous savez très bien que la charge, par exemple, cette colonne qui est là, prend l'ensemble des charges de P1 plus PD. La 9e colonne
prend la charge des pins 1 à P8. Donc, l'ensemble des charges de la première colonne jusqu'à la 8e colonne est supporté par la 9e colonne. C'est ça la notion de descente des charges. Maintenant, cette option-là est d'Arobo aujourd'hui. Peut-être dans un autre webinaire, je vous parlerai de ça et comment ça se fait. Donc, vous pouvez faire des calculs manuels et avec cette option-ci de notion de descente des charges d'Arobo, vous pouvez faire des vérifications et vous verrez que vos résultats que vous avez calculés manuellement sont proches de la réalité parce que robots ne prennent que les mêmes méthodes classiques de calcul de descente des charges. Maintenant, il met ça d'une manière plus rapide pour beaucoup plus gagner le temps. Si vous ne voulez pas calculer toute la structure, mais vous voulez voir les comportements de chaque structure à part, donc vous avez la possibilité de dimensionner ou de calculer chaque étage différemment. Et ça, c'est une grande fonctionnalité, une grande nouvelle pour robot. Maintenant, ici, j'ai déjà fini de faire le paramétrage. Avant de lancer les calculs, avant de commencer par la combinaison des charges, je dois vérifier mes éléments. Si je clique ici, par exemple, pour la voile, tu vois, pour la voile, ici, ça me donne seulement le wall, la voile, mais ça ne me donne pas c'est quoi les matériaux. Je dois vérifier mes matériaux avant de commencer à travailler. Vous voyez ici, nous avons les voiles en béton armé. Mais cette voile-là en béton armé, les matériaux d'arrêt vite, là, ça lui donne notre matériau parce que si je clique ici, vous verrez que dans les propriétés, ça me donne seulement la voile, ça me donne l'épaisseur, mais en termes de matériaux, vous voyez directement que c'est robot 25 parce que je viens de configurer ça. Donc là, c'est reconnu parce que quand je vais lancer les calculs, ça ne pourrait pas créer des problèmes d'instabilité. Ça, c'est un. D, je vais vérifier pour mes éléments les dalles. Pour mes dalles, je vais cliquer sur propriété de l'objet. Et sur les propriétés de l'objet, vous verrez ici que c'est épaisseur 20. Vous voyez, je dois rentrer ici. Et là, je vais voir que mon élément, c'est ça. Donc, les matériaux, donc, la configuration des matériaux de la dalle, on lui donne cette notation. Je mets seulement et dalle, épaisseur 15 cm. Et là, vous voyez que c'est 30. Pendant que chez nous, c'est 15 cm. Je vais mettre 15 cm. Le béton, vous voyez là-bas, ça ne signifie pas les matériaux. Les bétons de quelles caractéristiques? Vous voyez toutes les caractéristiques des bétons selon les différentes normes. Vous voyez? Et puis moi, je vais mettre les bétons 25. J'ai cliqué sur OK. Tellement que je dois appliquer ça sur l'ensemble des éléments de structure. Pour gagner le temps, je vais juste aller là. Je fais une sélection. Je vais aller sur panneau. Panneau, j'ai cet élément ici. Je dois sélectionner tous ces éléments-là. Et quand je vais ici, ça me donne seulement ça. Et là, je peux ajouter ça, par exemple. Et puis, j'applique. Je vais aller ici, voir l'autre comportement ici. Ça me donne quel matériau ici. Ici, vous verrez les caractéristiques de mon matériau ici, de l'objet. Non, pas ici. Je vais là. Et propriété de l'objet. Vous voyez là-bas, caractéristiques, les propriétés. Ici, type de barre, matériaux concrète. Vous voyez que mon matériau, c'est concrète. Vous voyez que c'est un matériau que lorsque je lance les calculs d'arrêt vite, ça va créer des stabilités. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire une sélection. Je fais sélection similaire en termes de matériaux. Quand je fais sur la sélection similaire en termes de matériaux, vous voyez que c'est sélectionné. Mes éléments sont sélectionnés. Je vais aller là seulement sur le panneau. Et sur le panneau, je vais aller seulement ici. Je vais appliquer et je vais aller là. Je vais appliquer seulement ici. J'applique tous les éléments. Vous voyez directement. Là, c'est reconnu. Même chose, je vais vérifier pour les colonnes. Pour les colonnes, je vais cliquer sur ma colonne ici. Je vois que c'est une poutre. Tout. Je vais clic droit, voir les caractéristiques. Les caractéristiques ici, je vois que c'est une poutre en béton armé. Tu vois que c'est la même chose. Donc, je vais aller ici. Je vais aller sur ma colonne plutôt. Sorry. Je vais là. Vous verrez que c'est le béton 25 qui est là, le poteau. J'ajoute. Oui, j'ajoute le poteau 25. Vous voyez.
Et quand je vais là, vous voyez que c'est le poteau 25 qui a cette notation-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, je vais tout sélectionner. Je vais aller là, je sélectionne toutes les colonnes. Quand je sélectionne toutes les colonnes, je suis là. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais seulement aller ici et affecter ces matériaux ici, pour que lorsque je lance mes calculs avec Revit, ça ne puisse pas créer des problèmes d'instabilité. Je vais sur des poutres. Ça, ce sont les éléments essentiels lorsque vous faites l'export-export de Revit vers robot. Je sélectionne, je vais ici, je sélectionne toutes les poutres qui sont là-bas. Voilà, je sélectionne là toutes les poutres. Et puis, je vais aller ici. Je vais aller, mes poutres sont là. Voilà, les poutres sont là. Béton 25. OK. Je clique là-bas, j'applique sur tous les éléments. OK. Voilà. Après ça, maintenant, je peux dire que j'ai fini ma modélisation. Dans robot, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si vous voyez très bien, je dois aller dans projection. Et dans projection, je dois aller dans les sous-sols. Vous voyez, moins 7 mètres. Et quand je vais dans moins 7 mètres, voilà mes éléments. Maintenant, je dois sélectionner tous ces éléments ici parce que je dois créer les types d'appui. Lorsqu'on crée les types d'appui, on veut ici. Encore une fois, les notions de résistance des matériaux, les notions de mécanique rationnelle, les notions de calcul des structures. L'appui simple, l'appui encastré et les rotiles. Quand on parle de l'appui simple, ça veut dire qu'il a des degrés de liberté. Donc, les déplacements par rapport à x est égal à 0, les déplacements par rapport à y égal à 0, égal à 0, il y a seulement il y a des déplacements et un seul encastrement. Donc, x est égal à 1, y est égal à 1, z est égal à 0. Encastrement, 0 déplacement, x, y, z est égal à 0. Rotile, il y a 3 degrés de liberté parce que c'est 3 déplacements. Nous, ça sera encastrement. Voilà, la plupart de mes éléments sont encastrés ici, des colonnes. Maintenant, je vais maintenant encastrer et mes éléments voiles ici. Seulement, je vais là, j'encastre. Parce que si je ne fais pas ça, lorsque je vais lancer les calculs, ça va donner des erreurs et des bêtises dans des calculs. Tu n'auras pas de résultats. Tant que tu n'as pas encore choisi les types d'appui, tu n'auras pas les résultats. Et voilà. Voilà, 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 voilà. J'encastre aussi mes voiles, les cages d'ascenseur, et voilà. Maintenant, lorsque je rentre dans vue, vous verrez que tous mes éléments là sont encastrés. Vous voyez, il y a l'encastrement. Là, facilement, maintenant, je peux lancer des calculs. Vous voyez, il y a tous les éléments qui sont là, tous mes éléments sont là. Et je peux aller là, j'ai la possibilité de voir ces éléments en fonction de différentes vies. Si je vais ici, je peux voir mes éléments en 3D et ainsi de suite. Ça, c'est un. De deux, autre chose que vous devez savoir des robots, tu dois créer des étages. Pour créer des étages, tu vois directement sur automatique. Lui-même, il reconnaît les étages que je dois appliquer. Vous voyez? Lorsque j'applique ça directement, ça va réduire les erreurs dans mes calculs. Parce que lorsqu'il va transmettre les charges, mais aussi il va calculer, le robot va reconnaître que cette structure ne forme pas seulement une seule structure, mais cette structure est scindée à plusieurs étages. Et là, ça va donner les exactitudes dans les résultats. Tu vois directement là, tous mes étages sont là et bien coloriés. Tu vois, directement là, je serai en mesure de caractériser. Je peux par exemple vouloir, par exemple, faire une étude spécifique, par exemple, dans les sous-sols. Par exemple, R-5. Tu vois directement. Là, ça me donne la possibilité seulement de mener une étude ou une analyse structure, si seulement sur cet élément ici. Si, par exemple, je vais aller sur tel étage, je vais sur étage 4, tu vois directement. Mais dès que je n'ai pas encore appliqué ces éléments ici, c'est difficile pour moi de faire toutes ces manipulations ici. Ça, ce sont des notions très essentielles, exceptionnelles que vous ne verrez nulle part avec robot. Mais chez nous,
on essaie de donner tout ça gratuitement parce que c'est ça l'objectif de ces webinaires, au moins, et permettre à tout le monde d'avoir au moins un overview sur tout l'ensemble de cette conception, de ces webinaires, au moins sortir avec une idée en termes de conception structurelle, en termes d'interopérabilité. Ça, c'est un. De deux, maintenant, je vais passer par la modélisation des charges. Parce que là, avant de lancer les calculs, je dois passer par la modélisation des charges. Là-bas, vous voyez, il y a des charges qui sont venues automatiquement d'un robot. Je dois tout supprimer. Alors, je dois fermer. Lorsqu'on applique la modélisation des charges avec robot, souvent avec la méthode classique, comme celle de DDL, la descente des charges, vous verrez que lorsque je vais ici, la modélisation des charges, la première charge, c'est la charge permanente. Souvent, avec la méthode classique, la méthode de modélisation des charges, ça doit s'apprendre directement. Donc, ça doit être calculé manuellement. Mais avec robot, c'est automatique. Donc, robot prend en charge, et il tient en compte de tous ces éléments ici. Donc, attends. Donc, tous ces éléments-là de structure en béton armé, de structure métallique. Vous voyez déjà là, lorsque je clique ici, ça c'est la première pondération des charges. Tu vois là? Donc, robot reconnaît déjà, il prend en charge tous ces éléments ici, leur poids propre. C'est ce qui fait les gens 1. Le GD, par exemple, peut être, par exemple, le poids propre des matériaux de revêtement sur la dalle. Par exemple, le mortier ainsi que les carreaux. Et puis, là, je vais ajouter deuxième charge. J'ai ajouté troisième charge permanente. Non, c'est seulement D. Et puis, je vais passer par la charge d'exploitation. Le qui. Qui 1. Le qui 1, ça sera une charge d'exploitation sur le plancher. Donc, l'ensemble des charges d'exploitation sur le plancher. Là, ce sont des notions qu'il faut aller dans Aerocode ou BAL 91 modifié 99 par rapport aux caractéristiques de l'ouvrage et à son usage. Quelles sont pour les planchers, quelle est la charge d'exploitation pour les planchers. Et là, les types de catégories, j'ajoute ici. Et puis, par après, la deuxième charge d'exploitation peut être l'équidé, qui peut être la charge d'entretien. Là, j'ajoute. Maintenant, je dois passer par l'application des charges. Pour appliquer les charges dans Revit, premièrement, ma première charge, ça sera, je dois aller ici, le GD. Le GD, ça sera une charge, par exemple, pour les matériaux de revêtement. Dans ces cas-là, je vais aller ici, je vais sélectionner tous les planchers. Je vais aller là, les panneaux, et là, je vais sélectionner là, mes éléments là. Vous voyez? Tu vois directement, là, c'est reconnu. Et puis, je vais aller ici, je dois appliquer cette charge. Ça doit être une charge surfacique. Là, je dois appliquer la charge. Et là, je dois lui donner une valeur, par exemple, de moins 0,0, par exemple, 6 kN par mètre carré. Et là, j'applique. Vous voyez directement, lorsque j'applique ici, tous ces éléments sont là. Je vais sur qui exploite 1, qui est une charge d'entretien que je vais aussi appliquer sur ces éléments ici, parce que c'est la dalle qui est une charge d'exploitation. Selon Aerocode D ou selon BEL 91 modifié 99, pour les planchers, la valeur normale de la dalle d'exploitation de qui, c'est 2,5 kN. Pour un escalier, ça peut être 3 par rapport à l'usage. Dans les cas, par exemple, où dans les cas des stades, là où il y a beaucoup d'excitation dynamique, la charge d'exploitation, on la prend entre 4,5 et 5 kN par mètre carré. Et voilà, maintenant, la charge d'entretien qui est qui D, cette charge d'entretien, elle, nous allons seulement l'appliquer sur ces deux éléments ici. C'est cet élément de bord ici et cet élément ici. Parce que c'est eux qui ont accès à l'extérieur. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là et puis je dois partir sur la surface. Je dois appliquer une valeur, par exemple, de moins 1 kN. Et puis, j'applique. Si je vais ici, je peux avoir la description de ma charge ici, la valeur.
Vous voyez? Ça, c'est la description des charges. Et là, j'ai la valeur. Tu vois directement. Et ainsi de suite. Et si je vais pour le kit, j'aurai aussi la même chose. Ça, c'est 1. DD. Après avoir fait la combinaison, après avoir fait la modélisation des charges, maintenant, je dois passer par la combinaison des charges. Je dois aller là. Je peux faire une combinaison automatique, mais je peux faire une combinaison manuelle. Pourquoi je fais les combinaisons manuelles? Parce que là, au moins, ceux qui participent à ce webinaire, ils vont se retrouver dans leurs notes. Là, j'essaie un peu de combiner la théorie avec la pratique. Ce que vous avez pris à l'université, au cours, maintenant, pratiquement pour un bâtiment réel, lorsque vous êtes un ingénieur structure, comment vous pouvez marier les deux connaissances? État limite des services. Nous savons très bien que la combinaison pour l'état limite des services, c'est G plus qui, n'est-ce pas? J'ai raison. J'espère bien vous retrouver. Pour le cadre des paramètres, je peux choisir en termes de destination des catégories. Pour moi, c'est une catégorie C, c'est l'Eurocode D, parce que là, c'est un bâtiment public. Tous ces éléments que j'explique ici, si vous entrez dans Eurocode D, vous allez voir tout ce que j'ai fait ici. Donc, tous les paramètres là que vous voyez dans Eurocode, tout ce qu'on écrit ici, maintenant, le robot reprend toutes ces connaissances ici pour faire les paramétrages. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens font des erreurs lorsqu'ils travaillent avec robots parce qu'ils ne savent pas paramétrer et ne savent pas tenir compte de tous ces éléments. Il ne suffit pas seulement de maîtriser les logiciels, mais il faut aussi avoir des connaissances théoriques pour pouvoir mieux faire des calculs en tant qu'ingénieur structure. Là, je clique, je mets un. Là, je clique sur OK. Et là, je vais aller là. Je vais mettre G plus qui. Vous voyez? J'applique. Vous voyez? Après avoir appliqué cette charge, je vais sur nouvelle combinaison. Ça sera état limite de service. Vous savez très bien, si vous avez étudié le cours de béton armé, la différence entre l'état limite ultime et l'état limite de service. Donc, l'étude du béton aux états limites. Et là, nous savons très bien que selon Bael 99, Bael 99, non, Bael 91 modifié 99, ou selon Eurocode D, nous savons très bien que pour les combinaisons ELI, la charge permanente est affectée par un coefficient de sécurité ou coefficient de pondération. Les 1,35 et pour le qui, c'est 1,5. Là, je vais mettre 1,35 G plus 1,5 qui. J'espère que vous vous retrouvez là parce que là, ce sont des notions là, théoriques que vous avez étudiées à la faculté que maintenant nous nous mettons dans la réalité pour pouvoir dimensionner une structure, un gratte-ciel. Là, je clique sur OK. Je vais là, je mets les coefficients de pondération. Je peux les définir à partir de là. Vous voyez, selon les règles. Vous voyez que tout est là-bas. Moi, je mets 1,35 G. Je mets tous ces éléments ici. Plus 1,5 qui. Monsieur Christian? Présent? Oui, excusez-moi de m'introduire dans votre présentation. C'est juste pour vous dire qu'il vous reste 10 minutes pour qu'on puisse prendre aussi les questions qu'on vous a posées dans le chat, en fait. OK. OK, j'ai merci. Fini. OK. Après avoir fait ces combinaisons, vous voyez toutes les combinaisons sont là. Et puis par après, avant de commencer à lancer votre dimensionnement, il faut toujours vérifier la structure. Vérifiez votre structure. S'il n'y a pas de incohérences. Vous voyez directement ici, il y a les barres de poutres et de poteaux superposées inadmissibles. Je dois vérifier ces barres-là. Ils sont où? Qui sont superposées. Vous voyez, déjà, ces barres qui sont superposées, ils peuvent créer, par exemple, des problèmes en termes de calcul. Je supprime ça. Je rentre ici. Je dois aussi vérifier les panneaux superposés. Ces panneaux qui sont superposés là-bas, ces panneaux qui sont là-bas aussi, ils sont superposés. Je peux les modifier et encore une fois, je vais là pour les isoler. Voilà, il y a certains panneaux qui sont superposés ici. Je dois les supprimer. Et puis, je vais rentrer là. Vous voyez qu'il y a certains panneaux qui ont été superposés, qui étaient là-bas, ainsi de suite. Ces panneaux-là qui étaient superposés, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Ces panneaux-là, je peux encore une fois copier ici, copier-coller et les ajouter ici. Pour gagner beaucoup plus de temps, je vous montre seulement ça. Je mets ça ici. Par exemple, ça, là-bas. Ainsi de suite.
je mets l'autre là-bas, ainsi de suite. Et puis, je peux copier ça plusieurs fois ici, par exemple. Je peux copier, par exemple, 1, 1, 1, 2, 3. Je mets 3 ici. Je vais là, jusque là. Voilà, mes éléments sont là. Et ainsi de suite, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez. Si je vais là, je peux encore une fois vérifier mon élément. Est-ce que c'est superposé ou pas? Non, ce n'est pas superposé, ainsi de suite. Et puis, par après, maintenant, vous voyez ma structure qui est là, j'enregistre. Maintenant, je peux copier les restes des panneaux comme ça, mais je laisse comme ça parce que nous sommes pressés par le temps. Et puis, par après, j'ai déjà appliqué toutes mes charges. Je vais maintenant lancer les calculs. Je lance les calculs. Là, maintenant, ça va générer les calculs par la méthode d'éléments finis. On dit qu'il y a détection de cohérence et la détection des cohérences des données, tout ça, il faut laisser. Ça va passer par le processus de calcul. Ça va commencer à passer à la phase suivante, là où ça va maintenant commencer à générer les calculs selon le nombre de cas, ainsi de suite. Ça, c'est l'analyse statique linéaire. Maintenant, il y a plusieurs autres types d'analyse d'un robot. Il y a l'analyse dynamique ou l'analyse modale spectrale, l'analyse FRF ou l'analyse harmonique dans le domaine des fréquences, il y a l'analyse sismique, il y a aussi l'analyse push-over, il y a le footful analysis, donc l'analyse suite des piétons qui causent les vibrations des planchers. Tu vois, là, j'ai fini. Si vous voyez là, les résultats sont actuels. Maintenant, là, ça a généré les maillages. J'ai oublié de vous montrer comment on crée ça automatiquement. Tu vois directement ici, mes maillages sont générés. Maintenant, qu'est-ce qui est ici pour aller plus rapidement? Je vais aller là. Je vais juste faire une analyse modale spectrale. Par exemple, pour la cartographie des panneaux, je vais aller là et résultat, cartographie des panneaux. Je vais aller là. Sorry. Noter. Effacer tous les dessins. OK. Vous voyez là-bas, je vais aller juste là. Je vais par exemple faire la cartographie de mes panneaux et en termes de moments extrêmes, pour ce qui concerne les moments Y, quel est le comportement par rapport à cette combinaison de charges et avec les maillages. Je clique ici, ça va donner la cartographie. Vous voyez cette cartographie ici? Il montre les endroits les plus susceptibles au déplacement et puis il vous donne les valeurs en kilonewton. Pour ce qui concerne par exemple XY, vous voyez que voilà, la cartographie change. Pour ce qui concerne la cartographie du moment par rapport aux angles des rotations de déplacement de la structure, vous voyez directement, tu vois ici, il montre là où il peut y avoir des grandes rotations lorsque la structure est sous une excitation, par exemple à un moment donné, pendant le vent et autres. Vous voyez ici, j'ai sauté beaucoup d'éléments parce que là, je n'ai pas montré les titres d'Ivan, comment vous pouvez faire la simulation d'Ivan avec robot, mais là, ce sont les cartographies des panneaux. Ces panneaux-ci expliquent là où c'est rouge, donc c'est là où il y a des graves efforts, là où c'est plus susceptible à la déformation. Là où c'est bleu, là, vous voyez ici, là où c'est rouge, c'est là où il y a de plus grandes valeurs. Ainsi de suite, en termes de contraintes, vous pouvez voir les cartographies des contraintes. Vous voyez, il n'y a pas assez de contraintes sur notre structure parce que je n'ai pas fait j'ai pas ajouté beaucoup de charges, c'était juste une démonstration. Les cartographies des efforts tranchants, tu vois, là, ça aussi, tu vois ce que ça donne, mais aussi les cartographies et des déplacements, par exemple, dans le sens Z des déplacements globaux. Vous voyez aussi, il vous donne les déplacements. Tu vois, la partie la plus susceptible au déplacement, c'est cette partie-ci qui est instable. Déjà, je sais que comme cette partie est stable, comment je peux les rendre stables? Soit ajouter une poutre, soit faire un contreventement. Ainsi de suite. Lorsque j'ai fini ça, tellement que le temps est jaloux, je vais passer par les dimensionnements. Par exemple, pour dimensionner une colonne, comment je peux dimensionner une colonne? Je prends par exemple la colonne la plus chargée. Je prends par exemple, c'est un exemple. Je prends une colonne des milliers. Je prends cette colonne ici. Je vais dans dimensionnement, ferraillage réel en béton armé.
Quand je vais le ferraillage réel dans béton armé, vous voyez, là-bas, ça me donne les charges qui seront appliquées. Vous voyez? Et puis, je clique sur OK. Ça me donne la colonne que je vais dimensionner. Cette colonne ici, je vais voir les notes de calcul, je verrai les poteaux et les résultats des ferraillages. Et puis, je vais aller par paramétrage. Le paramétrage, c'est là aussi, il faut avoir des notions de calcul. Il ne faut pas seulement paramétrer pour paramétrer. Tu vois, par exemple, pour mes barres. Pour mes barres, moi, je vais utiliser, par exemple, le bar, pour ma structure, je vais utiliser, par exemple, le bar de 12. Les matériaux, ça sera la récente caractéristique du béton HA400, donc le type de ferraillage. Pour les aciers, au-dessus, ils auront des crochets de 90, ça sera 2 barres. Les étriers, je vais utiliser les barres de 6 et avec les FE400, la récente limite d'acier, ça sera 400 mégapascales avec un enrobage de 3 mm. La répartition des 4, je peux mettre soit la distance entre mes étriers, je peux mettre 17, 20, 18, ça dépend. Les barres d'attente, ça c'est selon Eurocode. Pour calculer la longueur de scellement, c'est toujours 40 multiplié par le diamètre de ma barre pour avoir cette longueur d'attente. Donc, lorsque vous faites vos ferraillages, il faut dire à vos ferrailleurs, on ne met pas la longueur d'attente comme ça seulement en raisonnant, en imaginant. On prend les 40 multipliés par le diamètre de votre barre. Donc, nous allons prendre les 40 multipliés par les 40 mm, les 40 multipliés par nos 14 mm, vous aurez cette longueur ici lorsque vous faites les ferraillages de vos colonnes. Donc, tout ne se fait pas au hasard. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes un ingénieur structure, il faut toujours avoir des notions théoriques. Ça, j'insiste. Et là, j'ai choisi les classifications. Mon milieu est très exposé. Vous voyez, l'âge du béton pour la première chargement, c'est 28 jours. Les classements des structures, le site E3, c'est un site exposé. Je peux donner un nom que je vais. Je vais ici et je vais là-bas. Les types général. Ici, je peux, par exemple, je peux faire les dimensionnements tenant compte des dispositions sismiques. Là, je ne vais pas mettre. Le béton, vous voyez, c'est déjà 25 mégapascales. Allô, On donne le poids Christian? volumique du béton et les classifications. Allô, Attends, Syrah, Christian? je termine quelques secondes, Syrah. Ça, c'est très important ici. Je vais finir. Ici, en termes des aciers longitudinales, je vais mettre les barres de 14 et les barres de 12. Et puis, en termes des aciers, les étriers, je vais mettre les barres de 6. Là, j'enregistre seulement 2 minutes. J'ai fini parce que c'est important ici. Après, maintenant, ici, il y a d'autres éléments ici que tu peux ajouter d'autres paramétrages. Après, je vais lancer les ferraillages. Quand je fais les ferraillages, je vais générer avec les dessins des éléments calculés. Vous voyez là-bas? Ici, on dit que les barres de diamètre 6 ne figurent pas sur la liste des aciers transversaux. Le diamètre doit être inférieur à 6, ainsi de suite. Ici, ça ne donne pas les ferraillages parce que, par exemple, il fallait que je paramètre très bien ici les barres de 6, ça est là-bas, mais il faut que je configure ça. C'est le diamètre 6 qui est là-bas. Bon, je mets par exemple les barres de 8, je mets OK. OK, je lance les dimensionnements, je génère. Il y a toujours ce problème ici. Je dois vérifier ça parce que là, ils ne peuvent pas te donner ces ferraillages-là, mais tu peux voir ici les notes de calcul qui sont là-bas. Vous voyez, toutes les notes de calcul sont là. Ils vous donnent les quantitatifs, les surfaces de coffrage, les poids des armatures, mais aussi, ils te donnent les ferraillages du poteau. Tu vois, même s'ils ne me donnent pas les plans, mais vous voyez déjà, vous pouvez voir les ferraillages de vos colonnes ici, directement ici. Vous voyez comment les colonnes sont espacées. Ça, ce sont des ferraillages que Robot vous donne. Mais en tant qu'ingénieur structure, vous allez prendre une décision importante parce que vous ne pouvez pas seulement considérer ça. C'est à vous maintenant de prendre une décision. C'est là où maintenant on voit qui est ingénieur, qui ne l'est pas. Donc, c'est un peu ça. Et puis, par après, vous pouvez rentrer à votre structure. Et puis, vous pouvez aller dans Revit, ici. Et puis, vous pouvez aller ici, analyse. Vous pouvez aller là. Vous pouvez générer tous les éléments d'analyse ici. Je peux mettre ça, gestionnaire des résultats. Je peux faire la mise en jour. Et puis, tout ce que j'ai fait dans Revit, vous allez le voir dans Robot, vous allez le voir ici. Toutes les analyses, les cartographies des panneaux, tout ça, vous verrez ça dans Revit. Et puis, par après, dans Revit, vous allez commencer par faire maintenant des ferraillages, faire des plans de présentation par rapport aux données qui proviennent des robots.
pour ce qui est des voiles, des dalles, et ainsi de suite. Je suis vraiment désolé. On a dimensionné seulement la colonne. On ne peut pas tout dimensionner. Il y a les dalles, les poutres, et ainsi de suite. Quant à moi, je vous dis merci et toutes les questions sont les bienvenues. Je suis là pour répondre à vos difficultés. Merci beaucoup pour votre attention et le micro est à vous pour poser vos questions. Merci, Sira, et je vous laisse la parole. OK, merci Christian. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Donc, il y aura d'autres sessions prévues. Il y a des formations. N'hésitez pas à nous écrire par voie des contacts qu'on vous a laissés dans le chat. C'est par là que Monsieur Christian pourra être complètement disponible pour vous. Vous savez, en 2 heures de temps, il ne peut pas parcourir tous les logiciels. Donc, n'hésitez pas à écrire à nos contacts et vous aurez des réponses directement de M. Christian par les voies qu'il vous a données. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser des questions. Et je tiens aussi à rappeler que les personnes qui utilisent les licences craquées, je sais que vous êtes très nombreux. Les personnes qui utilisent les licences craquées, on peut vous aider à faire la migration de la licence craquée à la licence autatique. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, contactez-nous aux emails qu'on vous a laissés. On est vraiment là pour vous, on est là pour vous assister, on est là pour digitaliser l'Afrique. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur des prix ou des préjugés. Contactez-nous et on vous fera passer du crack à l'authentique. Et vous allez voir la différence. Je crois que M. Kika vous a déjà montré des échantillons à ce sujet-là. Donc, voilà, ouvrez les micros, posez rapidement vos questions. Si les questions sont trop longues ou trop pertinentes, on va vous répondre directement par nos différents contacts que nous avons laissés dans le chat. Merci. Je vois M. Dappel qui a déjà ouvert son micro. Vous pouvez poser votre question. Bonsoir, madame. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Vous pouvez parler. Parlez juste un peu fort pour qu'on puisse vous entendre plus audiblement. Merci. Vous avez juste 10 minutes, donc si vous pouvez vite poser votre question et que les autres parlent aussi, ça va aider. Alors, on vous écoute, M. Dappel, allez-y. OK, merci. Je souhaiterais savoir, hormis Revit, n'est-il pas possible de modéliser une structure à partir d'Archicad et de transférer aisément sur Robo Structural Analysis? Merci. Je n'ai pas bien compris la question, Sira. Vous pouvez répéter? Il a dit quoi? Je demandais si les modélisations se font uniquement sur Revit. N'est-il pas possible de modéliser les structures à partir d'un autre logiciel tel que Archicad, par exemple? Je peux répondre à votre question. Oui, je vous comprends. Ensuite, Oui. Avec la version récente d'Archicad, il y a un modèle analytique qui a été créé d'Archicad. Et avec ce modèle analytique d'Archicad, aujourd'hui, c'est plus facile d'importer votre modèle Archicad d'un robot pour mener des analyses des structures. J'en ai fait l'expérience. C'est possible. OK. Merci bien. Mais il y a toujours un problème parce que, comme c'est récent, Archicad a été conçu uniquement pour les architectes. Il n'a pas été conçu pour les ingénieurs civils. C'est la raison pour laquelle, en termes d'exportation, il y a toujours un manque des éléments qui manquent. Donc, il y a encore ces petits soucis-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous recommande Revit. Parce que c'est conçu uniquement pour les ingénieurs civils. Et là, ça fait tous les... En fait, donc, pour votre information, c'est depuis le début de cette année que dans Archicad, on a intégré les modèles analytiques. Mais le modèle analytique a été intégré dans Revit depuis la version 2008. Donc, depuis 2008, Revit, on travaille avec les modèles analytiques. Maintenant, c'est à vous de voir. Depuis 2008 jusqu'à nos jours et depuis 2023. Pour Archicad, Revit pour 2008 jusqu'à nos jours. Vous voyez qu'il y a en termes d'expérience déjà qu'il y a quelque chose pour vous en tant qu'ingénieur déjà. Si vous avez votre projet de conception, je ne peux pas vous recommander ou vous conseiller d'utiliser Archicad comme un modèle de structure. Moi, je ne peux pas vous conseiller ça. Okay. Et en termes d'interopérabilité, il y a toujours un problème en termes d'échange de fichiers FC. C'est plus fluide avec Revit parce qu'aujourd'hui, Revit, quand on a commencé les BIM a commencé avec Revit. Et Revit est au centre du BIM et au change d'informations. Parce qu'il a été conçu uniquement pour cette mission-là pour permettre la collaboration entre les différents corps de métiers. C'est maintenant que d'autres
d'autres sociétés maintenant copient aujourd'hui parce qu'il y a Revit a pris de l'ampleur. Mais moi, je ne vous décourage pas d'utiliser Archicad, mais je vous conseille beaucoup plus, si vous voulez être plus compétitif dans les marchés, de maîtriser Revit parce que ça, c'est l'avenir du génie civil et de l'architecture aussi. Ok, je vous comprends parfaitement. Merci beaucoup. Maintenant, à la suite de votre exposé, je comprends clairement, puisque moi, je suis un peu plus à l'aise avec Archicad. Donc, est-ce que vous faites des formations sur Revit? Là, vous allez contacter notre service commercial, vous allez contacter Madame Sira Oye, il va vous donner beaucoup plus de précisions en termes de formations qui sont en cours. Oui, oui, tout à fait. Pour tous vos services en tout ce qui concerne les formations, là, dans le chat, tout de suite, vous pouvez déjà noter les numéros WhatsApp et l'email, ce qui vous convient le mieux pour la communication. Vous écrivez, on va vous répondre. Donc, pour toutes les personnes qui ne pourront pas poser les questions ou qui ont des problèmes de connexion, n'hésitez pas. Prenez directement nos contacts là dans le chat parce qu'on ne sait jamais. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir encore votre micro pour quelques minutes en dehors de M. D'Apple et puis on va clôturer la séance. Ok, merci bien. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Vous pouvez parler, monsieur. Oui, allô? En fait, bon, oui. En fait, moi, ma question, elle est la suivante. Parce que j'utilise un PC. Oui, allô? C'est le formateur? Non, je suis en train de poser une question. Non, mais c'est M. Taoué qui a d'abord la parole et puis M. Gouet, vous allez prendre la parole. M. Taoué, allez-y. M. Gouet, attendez une minute, vous allez prendre la parole. D'accord. Bon, je parle là parce que ce logiciel, j'ai l'habitude souvent d'utiliser ce logiciel parce que je vois là qu'on a la possibilité de faire une analyse dans Revit. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est que d'habitude, j'utilise le logiciel Dialux qui me permet aussi de modéliser les bâtiments. Et là, je n'ai pas la possibilité de faire une analyse. Mais là, maintenant, je vois que directement sur Revit, on a la possibilité de le faire et via aussi Robot. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette structure qu'on a eu à modéliser, par exemple, sur Dialux, si vous avez connaissance, qui est super, ça nous permet de modéliser aussi le bâtiment. Est-ce que c'est puisqu'on l'importe aussi dans Revit pour pouvoir faire les tuyauteries et consorts, est-ce qu'en même temps, on peut prendre cette structure qu'on a eu à effectuer sur Dialux, puis dans Revit, et revenir avec ça dans Robot analyse structurale? C'est un peu ça ma préoccupation, puisque nous sommes en voie de BIM. Donc, voici un peu ma question. Merci. Pour répondre à votre question, je connais le logiciel Dialix, mais je ne l'ai jamais utilisé. Si vous m'avez bien compris, quand j'ai répondu à l'autre participant, j'ai dit que ce sont les logiciels qui sont venus maintenant, ils ont copié maintenant tous les processus BIM, ainsi de suite maintenant, mais ils ont toujours des difficultés en termes d'échange. C'est la raison pour laquelle c'est possible. Mais c'est à vous maintenant de voir est-ce qu'il y a une interopérabilité entre Dialix et Revit. S'il n'y a pas une interopérabilité entre Dialix et Revit, il faut aller dans Dialix, voir s'il y a une possibilité dans Dialix d'exporter un modèle IFC. C'est ce format-là d'échange qui permet l'interopérabilité entre Revit et d'autres différents développeurs de logiciels. Oui, c'est possible d'envoyer votre modèle de bâtiment Dialix dans Revit pour pouvoir mener vos études-là de tuyauterie, MAP, tout HVAC. C'est possible parce qu'avec votre modèle IFC, vous avez la possibilité d'envoyer ça. Parce que vous pouvez tout travailler en dehors de Revit, mais si vous mettez sous forme, si cette logiciel-là vous donne la possibilité de convertir ça en format IFC, vous avez la possibilité de travailler ça dans Revit sans problème. Oui, on le fait. Il y a la possibilité de l'enregistrer chez IFC. Avec Revit, ça fonctionne normalement. Ma préoccupation, c'est par rapport maintenant, lorsqu'on le fait sur Dialix, on a donc le format IFC qu'on implémente dans Revit. Est-ce que donc cela est possible qu'on le fasse dans Robot? C'est un peu ça ma préoccupation. Déjà, il y a avec Robot, ok. Il y a une bonne compatibilité entre Dialix et Revit. J'ai compris votre difficulté. Oui, avec Robot, là, dès que c'est dans Revit, il faut maintenant il faut lier la maquette. Donc, à partir de votre maquette architecturale, il faut créer un modèle de structure et puis après envoyer dans Robot sans souci. D'accord, merci. Je vous en prie. Ok, merci. Christian, tu peux arrêter ton partage, s'il te plaît. Je voudrais partager une dernière info. Pendant ce temps, M. Gouet, vous pouvez prendre la parole. M. Gouet, Dieudonné. Ok, bonsoir, M. Kika. Bonsoir, madame.
Monsieur, je suis monsieur, je ne suis pas madame. Bonsoir, monsieur, je m'excuse. Vous avez une voix d'une femme. Ah, ok. Bon, j'aimerais comprendre concrètement. Bon, ma question, elle est très simple. J'aimerais comprendre concrètement ce que vous entendez par workflow. Est-ce que c'est l'amélioration de la productivité du travail, de telle sorte que on n'a plus besoin d'attendre que l'archi finisse de faire les plans archi pour qu'on puisse commencer les plans structure. Donc, j'aimerais comprendre le concept workflow là. Workflow. Parce que je ne pense pas que ça soit seulement l'interopérabilité entre les logiciels. Si vous pouvez bien m'expliquer cela. Merci beaucoup. Quand on parle des workflows, on voit les flux du travail. Vous savez souvent qu'on avait toujours des difficultés dans l'ancien temps lorsqu'un architecte est produit une maquette de plan sous format papier DD. Encore, les ingénieurs doivent encore prendre ça pour pouvoir encore modéliser, commencer les plans des structures. Mais aujourd'hui, avec Revit, lorsqu'un architecte produit une maquette, c'est plus facilement de reproduire son modèle structure. Et quand on parle des workflows, on voit la collaboration entre les différents corps de métiers sur un projet. Donc, la collaboration entre les architectes et les bureaux MEP, électricité, plomberie et mécanique. On voit la collaboration entre l'architecte et les bureaux structure. On voit la collaboration entre l'architecte et le topographe. Parce qu'il y a aussi cette interopérabilité-là entre déconnecter votre modèle topo fait dans Civil 3D à partir de BIM 360, Autodesk Construction Cloud, Autodesk Docs, et d'intégrer ça dans Revit. Donc, un topographe fait son modèle, il met ça sur le cloud, un architecte prend ça pour pouvoir faire les terrassements et puis pour faire la topo de votre bâtiment ailleurs. Il y a cette possibilité-là, cet échange-là d'informations, cet échange-là de flux entre les architectes et les urbanistes, entre les ingénieurs civils et les maîtres d'ouvrage, entre les bureaux d'études et les usines de fabrication ou des fabricants, entre le bailleur des fonds ainsi que les sous-traitants. Donc, c'est tout un workflow, c'est tout un cycle. Donc, je vous reprends à aller demander au service commercial de CPA de vous envoyer un webinaire qu'on a fait au mois de juin où nous avons parlé d'IBIM. Oui. Là, vous pouvez bien comprendre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon frère. Est-ce que c'est possible de poser une dernière question? Oui, je pense qu'on va prendre une dernière question. Et puis, vous avez sur en partage les dates des prochaines formations. Donc, ce qui vous concerne selon votre secteur, vous pouvez déjà noter. Mais si jamais vous voulez notre assistance, vous nous écrivez directement. C'est possible d'avoir le cours en PDF. Vous dites quoi? On ne vous a pas bien capté. Qu'est-ce que vous dites? Oui, bonsoir. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir le cours là en PDF sur ma page? Avoir le cours en PDF. Le quoi? En PDF. Genre le cours que vous avez fait là. Le cours dont vous venez de... Les webinaires, contactez les services commerciaux de CPA. Il faut envoyer un email à support@consultationprojetafrique.com et retrouver. Vous pouvez visiter les chats, tous les contacts sont là. Même les numéros de téléphone et les numéros WhatsApp. Allô? Là, ils sont là pour répondre à toutes vos difficultés. Allô? Bon, c'est moi qui avais la dernière question. C'est moi qui ai demandé une question. C'est possible? Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Vous avez la dernière question. Allez-y. Je voulais savoir si quelqu'un utilise un logiciel qui n'a pas une extension qui permet de pouvoir aller directement sur Revit. Est-ce qu'il peut télécharger une extension qui permet de convertir ces fichiers et de les avoir en fichier Revit? Vous dites quoi? Allô, je suis ici. Est-ce que c'est possible pour une personne qui utilise une application, un logiciel qui n'a pas une extension qui arrive à Revit, est-ce que c'est possible pour lui de télécharger une extension qui permet de convertir ces fichiers? Oui, vous pouvez les visiter sur leur site. Parce que souvent, sur leur site, vous verrez, chaque développeur a toujours eu des extensions BIM qui permettent de collaborer avec les logiciels Autodesk. C'est plus facile. Vous pouvez aller sur leur site et vous pouvez avoir ça. Si ce n'est pas ça, vous pouvez toujours revenir vers nous. Vous pouvez peut-être mieux vous orienter. D'accord. Merci beaucoup.
Je vous en prie, mon frère. Merci grandement pour la formation. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK, Monsieur Josias, vous avez la dernière question. Allez-y, je crois que vous avez fini. Bon, donc n'oubliez pas notre prochain webinaire qui se tiendra le 22 septembre et portera sur le BTP vers la voie du BIM, la digitalisation et l'industrialisation. Donc, vous avez nos contacts dans le chat tout de suite. Écrivez-nous, soit via WhatsApp, soit via notre email, et vous aurez une assistance personnalisée parce que là, dans notre webinaire, on ne peut malheureusement pas répondre à tout le monde. Par contre, si vous nous écrivez à l'un des numéros WhatsApp ou si vous nous écrivez sur support@consultationprojetafrique.com, vous aurez directement les réponses. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit votre préoccupation en ce qui concerne les logiciels Autodesk ou autres préoccupations de professionnels, ou si vous avez besoin d'un partenariat, si vous voulez un stage, par exemple, pour approfondir vos connaissances, nous sommes disponibles pour vous. Vraiment, nous sommes ouverts à tout ce qui peut contribuer à la digitalisation de l'Afrique avec les moyens que nous avons. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous avoir eu jusqu'à cette heure-ci. Nous savons que vous êtes tous occupés. N'oubliez pas de nous faire part de vos préoccupations via nos contacts. Alors, bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Thanks to all. Je crois que les autres, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter encore, M. Kita. Et merci beaucoup à tous les participants et on prend rendez-vous au mois de septembre. Et venez encore une fois massivement parce que vous allez encore une fois prendre beaucoup de choses sur les BIM. Parce que CPA, il est là, c'est comme l'église au milieu du village et son objectif, c'est digitaliser toute l'Afrique. Alors, on ne pourra pas digitaliser toute l'Afrique et ça, votre rapport. Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Alors, mettez-nous ensemble, liez nos efforts pour faire l'Afrique les références du BIM dans le monde. Merci beaucoup et on se retrouve prochainement.